Bienvenue dans cette nouvelle analyse. Aujourd'hui, on plonge la tête la première dans un mystère philosophique qui est, disons-le, assez sombre et carrément dérangeant. Imaginez un peu une quête absolue et implacable du bonheur, mais qui passerait par l'acte le plus extrême possible. C'est une plongée fascinante dans les prémices d'une pensée majeure du XXe siècle, où la frontière entre le bien et le mal est en fait totalement effacée par un désir désespéré de liberté. Alors on y va ? La question au cœur de tout ça, elle vient bousculer complètement notre éthique. Demandez-vous, un crime terrible est-il justifié s'il permet de s'acheter le temps nécessaire pour atteindre le bonheur pur ? Faut-il commettre l'irréparable si, au bout du compte, le prix de ce crime, c'est l'accès à une vie véritablement vécue ? C'est une interrogation assez vertigineuse, n'est-ce pas ? Ça heurte de plein fouet la morale traditionnelle, et c'est très exactement le moteur implacable de l'intrigue qu'on va décortiquer ensemble. L'histoire même de ce texte est super intéressante. Rédigé dans la jeunesse ardente d'Albert Camus entre 1936 et 1938, le manuscrit est d'abord resté caché. Il n'a été publié qu'à titre posthume. On y suit un certain Patrice Meursault. Alors évidemment, la ressemblance avec le nom du célébrissime héros de l'étranger saute aux yeux. Mais attention, ce n'est pas qu'une simple ébauche ou un brouillon, loin de là. C'est une exploration viscérale, tout à fait distincte, très nourrie par les propres expériences de Camus à l'époque, par la maladie, la pauvreté, et cette soif d'absolu typique d'un jeune écrivain. Et le ton est donné très vite. Dès le premier chapitre, on assiste à un meurtre. Mais attention, ce n'est pas du tout un crime passionnel, c'est une équation mathématique, froide et clinique. Par une matinée d'avril éblouissante, à 10 heures précises, Meursault débarque dans la villa de Roland Zagreus. À 10h05, il s'imprègne de la lettre de suicide préparée. 10h10, l'argent est méthodiquement rangé dans sa valise. Et 10h15, c'est fait. Le crime est exécuté et la scène est maquillée. C'est une véritable chorégraphie mortelle, chronométrée à la minute près, face à une victime qui d'ailleurs semble attendre l'inévitable dans un silence glaçant. Et là, on tombe sur cette citation « Je ne supprime qu'une moitié d'homme ». Vous voulez connaître l'ironie macabre de cette phrase ? Eh bien, elle n'est pas prononcée par l'assassin pour se justifier, elle est de la victime, rédigée de la propre main de Zagreus sur une feuille de papier couverte d'une écriture anguleuse. Cette petite phrase forme l'alibi absolument parfait. En un instant, elle transforme ce meurtre cynique, motivé par un besoin urgent d'argent, en un suicide tout à fait incontestable aux yeux du monde entier. Et ça nous amène à un face-à-face qui est vraiment tragique. D'un côté, on a Meursault. Il est jeune, il a la force physique, c'est une nature vigoureuse qui est capable d'éprouver une joie immense, mais il est littéralement enchaîné par un travail sans fin et une pauvreté écrasante. Et de l'autre côté, on a Zagreus. Lui, il a une intelligence brillante, il est assis sur une petite fortune de près de 2 millions de francs, mais il est prisonnier d'un corps infirme. C'est un double amputé, coincé dans un fauteuil roulant. Donc, le meurtre devient ici une sorte de transfert un peu morbide, vous voyez ? La force brute s'empare de la richesse matérielle pour essayer de forger, enfin, un être complet et surtout totalement libre. Parce que, soyons clairs, la vie de Meursault à Alger, ce n'est pas vraiment une vie, c'est plutôt une mort lente. Imaginez-vous un instant coincé 8 heures par jour dans un bureau étouffant rempli de dossiers, un endroit qui ressemble littéralement à un columbarium où toutes vos heures perdues pourrissent doucement. Dehors, c'est la brutalité des docks sous un soleil impitoyable. Et le soir, le retour dans la chambre de sa mère décédée, située juste au-dessus d'une boucherie chevaline, cette odeur de sang qui s'infiltre et imprègne chaque respiration. C'est une asphyxie quotidienne, le genre de routine écrasante qui donne inévitablement envie de s'effacer du monde. Mais bon, il fallait bien un point de rupture. Et ce déclic, il porte un nom. Cardona. C'est le voisin de Meursault. Un tonnelier, sourd, à demi muet et d'une saleté assez repoussante. Il incarne le désespoir absolu. Un soir, Meursault le trouve recroquevillé, pleurant à chaudes larmes sur la photo de sa mère morte dans une chambre crasseuse qui empeste le pétrole. En voyant ça, une vraie révolte viscérale explose chez Meursault. Il ressent un refus catégorique de finir consumé par cette même douleur animale. C'est très exactement cette prise de conscience qui rend le meurtre de Zagreus, prévu pour le lendemain, non seulement envisageable pour lui, mais absolument vital. Et c'est là qu'intervient la philosophie de Zagreus, qui vient détruire d'un coup l'un de nos mythes les plus rassurants. Avoir de l'argent, c'est avoir du temps. Pour lui, le fameux dicton « l'argent ne fait pas le bonheur », c'est juste une hypocrisie de lâche. Il affirme, avec une froideur assez déconcertante d'ailleurs, que tout peut s'acheter sur cette terre. La seule véritable liberté, le seul luxe qui vaille vraiment le coup, c'est d'être le maître absolu de son propre temps, pour pouvoir se consacrer à 100% à cette quête suprême qu'est le bonheur. Selon cette vision des choses, le bonheur, ce n'est pas un frisson éphémère ou une poussée d'adrénaline. C'est ce qu'il appelle une longue patience. Et pour avoir cette patience, eh bien, il faut du temps. Et ce temps, il faut se l'acheter.
Zagreus soutient que la pire tragédie humaine, c'est de gaspiller la courte étincelle de sa vie à simplement lutter pour boucler les fins de mois. Avoir une grosse somme d'argent, c'est ce qui permet de stopper cette lutte avilissante, de devenir en quelque sorte transparent au monde et de pouvoir enfin exister au lieu de se contenter de survivre. Donc, l'opportunité se présente et elle est effroyablement parfaite. Zagreus avait réussi son pari. Il avait bâti tout un empire, amassé 2 millions de francs en balayant tout sur son passage, justement pour s'offrir cette fameuse liberté absolue. Sauf que la cruauté du destin s'en est mêlée. Un accident lui a arraché les jambes juste après, l'empêchant de profiter de quoi que ce soit. Dans un petit coffre, près du feu, il garde de quoi en finir. Son revolver, ses millions et cette fameuse lettre de suicide non datée. Vous voyez le tableau ? En se confiant de la sorte, Zagreus tend très littéralement à Meursault l'arme, la fortune et l'alibi, le package complet. L'acte est donc consommé. Fini le soleil écrasant d'Alger, fini la misère suffocante des docks. Après avoir exécuté son plan et mis en scène ce faux départ savamment orchestré, Meursault coupe les ponts. Il s'enfuit loin vers le froid de l'Europe centrale, emportant dans sa valise la liberté qu'il vient de voler. Et c'est à Prague qu'il atterrit, cherchant le terrain d'expérimentation idéal pour cette nouvelle existence. En théorie, tout est réuni, non ? Il a le temps, il a l'argent, logiquement le bonheur inconditionnel devrait être en rendez-vous. Sauf que la liberté absolue a un prix, et il est terrifiant. Ce qui devait être le grand éveil au bonheur se transforme rapidement en ce que la deuxième partie du livre nomme la mort consciente. C'est un état d'hyperlucidité, rendu possible par une oisiveté totale, qui va muter en une aliénation vertigineuse et une profonde angoisse existentielle. Sans aucune obligation, sans attache et sans racine, le simple fardeau de n'avoir absolument rien d'autre à faire que d'exister se transforme en un exil intérieur totalement insupportable. Pour bien comprendre l'ampleur de cette aliénation, plongeons-nous dans les détails viscéraux de cette nouvelle vie à Prague. C'est une agression sensorielle permanente. On parle de la chambre numéro 34, dans un hôtel lugubre et crasseux. On parle de rues sombres, perpétuellement détrempées par la pluie. Du regard vide et un peu glaçant d'un joueur d'accordéon aveugle arborant une étoile rouge. Et, pire que tout, de cette odeur omniprésente, aigrette et oppressante des concombres au vinaigre vendus dans la rue, qui vient cristalliser toute son angoisse nauséeuse. Il est devenu le maître absolu de son temps, d'accord, mais il se retrouve fiévreux, terrifié et finalement repoussé par le grand vide de sa propre création. La tragédie de Meursault nous laisse vraiment face à un miroir extrêmement dérangeant. S'affranchir de toutes nos contraintes matérielles grâce à l'argent, ça ressemble un peu au rêve ultime de nos sociétés modernes, pas vrai ? Mais on est en droit de se demander, le véritable bonheur ne peut-il être atteint que lorsqu'on possède ce fameux temps que l'argent achète ? Et si cette liberté totale et sans entrave nous coupait finalement de notre humanité et de nos attaches, le fardeau de ce temps infini n'est-il pas, au bout du compte, bien pire que les chaînes de la pauvreté ? C'est une réflexion poignante qui résonne longtemps après avoir refermé le livre et qui nous oblige tous à reconsidérer sérieusement le véritable prix de la liberté.